Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue encore une fois sur le plateau du Théâtre La Passerelle pour ce troisième rendez-vous avec une compagnie, la 5e intimité artistique, cette fois avec la débordante compagnie et le spectacle Péricopto. Alors j'en profite pour rappeler à nos auditeurs de radio Fréquence Mistral et RCF que vous pouvez suivre ces intimités artistiques en direct à 19h sur Fréquence Mistral et 19h15 sur RCF. Les intimités artistiques, c'est tout le mois de novembre, en lieu et place des spectacles qui ont été malheureusement annulés. On a quand même invité les compagnies et avec leur complicité, essayé d'inventer des impromptus artistiques qui parlent de la création, une sorte de bonus fait de lecture, d'extraits de la pièce, bref, tout un travail autour du matériau qui a permis le spectacle de se faire. Aujourd'hui, nous sommes avec la compagnie, la débordante compagnie, Antoine Raymondi, Audrey, Julien et Thomas. C'est à vous. Bonjour à tous, est-ce que tous les nouveaux peuvent se regrouper devant moi s'il vous plaît? Voilà, bonjour, bienvenue, je suis Sandra, je suis votre welcome manager pour la journée. Alors tout le monde a bien déposé ses affaires au vestiaire? Vous avez survécu à votre arrivée? Ne vous en faites pas, hein, demain le problème devrait être réglé. Bon, vous allez faire une visite rapide de l'entrepôt avec Jérôme et ensuite on va s'y mettre, c'est d'accord? Alors pendant la visite, n'hésitez pas à poser des questions pour être sûr d'avoir tous les repères dont vous aurez besoin pour ne pas vous perdre. Ici, c'est grand, il y a 3 niveaux et chaque niveau fait la taille de 7 terrains de foot professionnels. Vous aimez le foot? Le sport? Super. Parce que ici on marche environ 25 km par jour, donc ça va vous faire des économies sur votre abonnement à la salle de gym. Alors sachez que tout le monde ici a commencé en bas de l'échelle. Mais si vous écoutez bien vos managers, si vous vous investissez suffisamment, l'entreprise vous le rendra et vous aurez peut-être la possibilité d'avoir un CDD d'1 an renouvelable. Ok? Et tout ça, c'est l'expression du rêve d'un seul homme, Monsieur Bezos. Il est parti de rien, il a cru en son rêve. Et aujourd'hui, on est 700 000 dans le monde répartis dans 175 centres logistiques et on a fait 5 milliards de livraisons l'année dernière. Ici, un camion part de l'entrepôt toutes les 2 minutes 30. Mais on peut faire encore mieux. Allez, à vos chariots. Prêts? Partez! Bonsoir, on est la débordante compagnie. Bonsoir. On est là pour parler de Péricopto, notre dernier spectacle, écrit et mis en scène par Héloïse Desfarges, qui n'est pas là aujourd'hui, et Antoine Raymondi. Bonsoir. Péricopto, c'est une tragédie pour 4 comédiens et un public, théoriquement. Bon, ce soir, au niveau du public, c'est un peu compliqué, mais on va faire comme si. En revanche, on est avec une partie de l'équipe, une partie des comédiens. Il y a Audrey Malada, qui vient de vous lire un extrait de la pièce. Bonsoir. Thomas Roche. Bonsoir. Julien Prévost. Bonsoir. Et normalement, ils sont accompagnés au plateau par Aline Vaudan, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Mais à qui on pense très fort. Oui, c'est vrai. On t'embrasse, Aline, si tu nous écoutes, on espère. Ce spectacle, en fait, il est centré sur le parcours de 2 personnages qui sont symboliques. Il y a Julia Dantec, donc, qui est interprétée par Aline, non présente. C'est une mère de famille à bout de souffle qui subit un déclassement social. Et on suit également... C'est quoi? C'est beau. À bout de souffle. Mère de famille à bout de souffle, Ouais, j'aime bien. Et on suit également un personnage que j'interprète, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et c'est Philippe d'Orgeval qui est Premier ministre. Avec Héloïse, quand on a commencé à travailler sur l'écriture de ce spectacle, en fait, on avait envie d'écrire une espèce de fresque. Une fresque qui pose un certain nombre de questions, et notamment la question de l'exercice du pouvoir dans un monde qui s'effondre, ou en tout cas qui vacille sur ses bases, des questions autour de la fabrication et du sentiment d'impuissance qui saisit chacun d'entre nous, cette impuissance individuelle mais aussi collective, l'impossibilité collectivement d'aller peut-être obtenir de nouvelles conquêtes sociales ou un basculement de politique en matière d'environnement, etc. Et puis plus généralement l'impression que le monde court à sa perte, mais qu'on ne peut pas faire grand-chose
pour l'arrêter. Voilà, c'était des questions qui nous préoccupaient, et l'enjeu pour nous, c'était de faire un constat documenté, le plus précis possible sur toutes ces thématiques-là, et en même temps de ne pas fabriquer plus d'impuissance, mais de créer de la pensée, de créer de la discussion avec les spectateurs autour du spectacle, et puis aussi de donner de l'élan, de peut-être souffler sur les braises d'une colère ou d'une indignation qui demande, on espère, qui ne demande qu'à s'embraser pour qu'un nouveau rapport de force soit possible et que les choses peut-être commencent à changer. Alors Antoine, en fait, comme on n'a pas 1h30, je suis obligé de couper. On a décidé aujourd'hui, comme c'est un texte qui est riche, hein, comme vous avez pu l'entendre quand Antoine en parle, c'est un texte qui traite de beaucoup de problématiques, et on a voulu extraire pour aujourd'hui, tirer un fil un peu plus précis sur l'écologie. Donc c'est l'écologie au sens large, hein, c'est l'énergie, le bouleversement climatique et le rapport à la nature. Donc aujourd'hui on va tirer ce fil de l'écologie. Ça, c'est des thématiques qui sont au cœur de notre travail depuis un moment, et surtout au cœur du précédent spectacle de la compagnie qui s'appelle Ce qui m'est dû, qui est sorti en 2014, qui est un duo autour d'un texte autobiographique d'Héloïse Desfarges, donc la fondatrice de la compagnie, danseuse qui met en scène son parcours et la construction de sa pensée politique, d'une pensée politique et écologique radicale. Et du coup, un des points de bascule dans nos vies personnelles, mais aussi dans le spectacle, c'est une conférence d'un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui est ingénieur polytechnicien, à laquelle on a assisté en 2005 et qui vulgarise un certain nombre de thématiques, notamment autour de l'énergie. Et que vous reprenez dans le spectacle. Et qu'on reprend pas exactement, parce que c'est pas un verbatim, c'est une synthèse de ces travaux et des travaux d'un certain nombre d'autres experts. Voilà, donc c'est une réécriture d'une petite pastille sur ces enjeux-là. Tu nous l'as fait ? Allez. Tout ça est évidemment imprévu. Hein. Carrément, je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de demande. Alors je me déplace vers la petite cabine de lecture, et puis je fais ça. Prends bien ton temps. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir confié la délicate mission à 2 heures du repas quasiment, de faire une conférence sur des sujets qui, comme vous allez le voir, ne sont pas particulièrement réjouissants. Mais vous savez qu'à cause des restrictions budgétaires, la commande qu'on m'a passée est très simple. C'est vous couper l'appétit pendant les 90 minutes qu'on m'a laissées, et j'espère bien y parvenir. Non, trêve de plaisanterie, puisque c'en était une, je vais tenter aujourd'hui de vous donner quelques éléments de cadrage concernant les grands enjeux du XXIe siècle, à savoir l'approvisionnement énergétique et le changement climatique, évidemment. Et je vais essayer de faire ça de manière relativement synthétique pour que ceux d'entre vous qui ont quelque chose d'urgent à faire puissent y aller. Alors pour commencer, j'aimerais vous communiquer 2 informations qui vont, je l'espère, vous permettre de saisir toute l'importance de ce que je vais vous raconter ensuite. Et la première information, c'est que depuis 12 000 ans, le climat de la Terre est resté remarquablement stable, et que c'est cette stabilité qui a permis l'émergence d'une civilisation d'agriculteurs sédentaires, dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui, puisque vous le savez sans doute, du moins les plus perspicaces d'entre vous n'auront pas manqué de remarquer que nous ne fabriquons toujours pas de nourriture à partir de rien. Nous continuons de la faire pousser. Autrement dit, le temps qu'il fait est et restera un facteur déterminant pour réussir à nourrir la population mondiale. Première chose. La seconde information, c'est que depuis le début de la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le moment où l'humanité a commencé à utiliser de l'énergie issue des combustibles fossiles, cette population mondiale est passée de 500 millions d'individus à plus de 7 milliards en un peu moins de 3 siècles. Tout ça grâce à l'énergie abondante. Alors maintenant, prenons la consommation énergétique d'une machine, n'importe laquelle, un four électrique par exemple, un four électrique dans lequel vous voulez faire cuire un poulet, mais sans utiliser l'électricité qui sort de la prise. Il va falloir que vous trouviez une dizaine de cyclistes prêts à pédaler pendant 1 heure pour vous fournir l'énergie nécessaire à la cuisson de votre poulet. Si vous n'avez pas 10 cyclistes sous la main, ce qui peut parfois être le cas, vous pourriez vous contenter d'une petite pincée d'uranium, ou bien d'une bonne pelletée de charbon, ou bien de 50 mètres carrés de panneaux solaires installés dans des conditions optimales, ou bien encore de l'équivalent d'une canette de soda remplie de pétrole. 33 centilitres de pétrole dégagent autant d'énergie qu'une dizaine de cyclistes en pleine forme qui pédalent d'arrache-pied pendant 1 heure. C'est ce que j'appelle des esclaves énergétiques.
En l'an 2000, le Français moyen dispose ou disposait de l'équivalent de 120 cyclistes, pédalant pour lui 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 dans tous les domaines de la vie. La production d'électricité, bien sûr, la production de chaleur, les transports, l'industrie, l'agriculture, etc. Sans ces esclaves énergétiques, pas de voyage en avion, ni en train, ni en voiture d'ailleurs, pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de sac plastique, pas de tomates en hiver, et beaucoup moins de chaises, de tables, de routes, d'écoles, de médicaments, de médecins, de cravates, de vacances, et ainsi de suite. En fait, sans toute cette énergie, le monde moderne que nous connaissons n'existerait tout simplement pas. Alors pour l'instant, ces esclaves énergétiques, c'est-à-dire ces machines, sont alimentées principalement par des énergies d'origine non renouvelable. Pétrole, gaz, charbon, uranium. Ces 4 sources d'énergie fournissent à elles seules quasiment 90% de la consommation de l'humanité. On peut trouver ça fantastique au regard de tous les services que ça nous rend au quotidien, néanmoins cela pose quand même un certain nombre de problèmes. Et à mon sens, le premier problème, c'est que, au cours du XXe siècle, l'humanité ait déjà consommé la plus grande partie de ses réserves de pétrole et de gaz. Et dès que ces ressources commenceront à s'épuiser, les stocks restants de charbon et d'uranium vont se mettre à fondre comme neige au soleil, tout simplement parce que tout le monde cherchera à se les approprier. Le président de la Saudi Oil Aramco, le plus gros propriétaire pétrolier de la planète, a coutume de dire lorsqu'il s'exprime à ce sujet « Mon grand-père se déplaçait en chameau, mon père se déplaçait en voiture, je me déplace en jet privé, mon fils se déplacera en voiture, mon petit-fils se déplacera en chameau. » Second problème, même avec une volonté politique forte et même avec des investissements à la hauteur de l'enjeu, les renouvelables ne seront jamais capables de fournir autant d'énergie que les combustibles fossiles à l'heure actuelle. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, en fait, c'est que si le XXe siècle a été le siècle de l'abondance énergétique et que cela a structuré la totalité de nos habitudes quotidiennes, le XXIe siècle sera celui de la mise au régime, que ça nous plaise ou non. Et enfin, troisième problème, et pas des moindres, le monde qui nous entoure a nécessité d'énormes quantités d'énergie pour être construit, et la combustion de toutes les ressources nécessaires à cette construction a fait considérablement augmenter les teneurs de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, enclenchant un changement climatique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Pour comprendre ce phénomène du réchauffement climatique, vous avez besoin de retenir une chose. Il y a 20 000 ans, nous étions au plus froid de la dernière ère glaciaire. Et à l'époque, la température moyenne à la surface de la planète était d'environ 10 degrés Celsius. Quand cette température atteint les 15 degrés et se stabilise, le monde dégèle, les hommes se sédentarisent, les civilisations agricoles émergent, c'est la naissance du monde que nous connaissons. La transition entre ces deux étapes de plus 10 degrés à plus 15 degrés de moyenne planétaire aura mis environ 10 000 ans à s'effectuer. Si rien n'est fait extrêmement rapidement pour endiguer nos émissions de gaz à effet de serre, les scientifiques prévoient une hausse de cette température moyenne de l'ordre de 5 degrés supplémentaires d'ici à la fin du siècle, soit la même ampleur de réchauffement qu'entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui, le tout en un siècle. Les conséquences du réchauffement climatique sont vagues de chaleur, sécheresse, problèmes d'accès à l'eau, baisse des rendements agricoles, extension des zones d'épidémie, augmentation de l'intensité des événements météo extrêmes et de leur fréquence, montée du niveau de la mer, effondrement de la biodiversité. Alors, tous ces problèmes se renforcent les uns les autres. À mesure que la mer monte, les nappes phréatiques qui se trouvent à proximité des côtes se remplissent de sel, donc il y a moins d'eau disponible pour irriguer les cultures, donc les rendements agricoles baissent, etc., etc. La combinaison de ces différents phénomènes vont entraîner des migrations massives et chaotiques de centaines de millions de personnes. Alors maintenant, la question qu'il faut se poser n'est pas « est-ce que tout cela va arriver et si oui, quand ?» puisque la réponse est « oui, ça va arriver et d'ailleurs, ça a déjà commencé ». La bonne question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment allons-nous gérer un changement d'air climatique, en quelques décennies à peine, sur une planète peuplée de plusieurs milliards d'humains. Surtout dans un contexte où le nombre de machines en fonctionnement disponibles pour nous aider à régler les problèmes générés par le réchauffement climatique, ce nombre de machines va aller en s'affaiblissant à cause de la raréfaction du pétrole et du gaz aujourd'hui, du charbon et de l'uranium demain. Si rien n'est fait extrêmement rapidement pour prendre à bras-le-corps tous les problèmes que je viens de vous énumérer, selon moi, un bain de sang généralisé est beaucoup plus probable qu'une transition pacifique et démocratique. À l'écoute de cette conférence, la danseuse Héloïse Desfarges s'effondre progressivement jusqu'à chuter au sol. Je me retourne, je la regarde, je la rejoins et nous démarrons une danse très douce dans un premier temps qui petit à petit se transforme en un espèce de corps à corps de plus en plus violent. À la fin de cette danse, elle me relève, je regarde le public
Et je dis, malgré le peu de sympathie que m'inspire le personnage, je dois reconnaître que sa démonstration est claire, nette et sans militantisme. Il donne des chiffres, il montre des courbes, il dit qu'on est mal barré et ça donne pas envie d'avoir des enfants. Il annonce froidement l'effondrement de notre civilisation. Je fais des cauchemars de fin du monde pendant des mois et n'ai plus d'autres sujets de conversation. Je cherche à comprendre pourquoi nous continuons à foncer droit dans le mur en chantant à tue-tête pour couvrir les bruits du moteur. Et mon insistance finit par lasser mes proches. Je digère seul. Ah, ça fout vraiment la pêche à chaque fois qu'on écoute le texte. Merci Thomas. Non, c'est beau, mais c'est vrai que... Mais c'est marrant parce que quand on a fait PK, il y a vraiment eu des moments où... Donc, PK, c'est Péricopto. Ouais, Péricopto, pardon. Ouais. Il y a vraiment eu des moments où on travaillait là-dessus, parce que dans la conférence de Jean Covici, c'était 2005, c'est ça? Ouais. Et donc c'était des projections, et quand on a créé Péricopto, c'était plus, même dans l'écriture et dans nos vies, c'était déjà beaucoup plus actuel, beaucoup plus concret. présent. Ouais, c'était là, quoi. Et oui, enfin... On n'avait pas dit qu'on dirait ça, mais il y a eu des moments dans la création où c'était dur, et du coup, c'est vrai qu'en réentendant ce texte, je me dis, ah, c'est vrai qu'il y a des moments où on se sent impuissant, on se sent pas de taille à affronter, mais en fait, en créant Péricopto et en faisant d'autres choses, chacun à son envie, on peut quand même... Oui, et on pourrait rajouter aussi le fait que dans le processus de création, quand vous pensez à un spectacle, vous le pensez sans décor et qui puisse tourner avec une valise, quoi. Donc super léger. On tourne que en train là depuis 10 ans, on prend pas l'avion, ce qui est un petit peu dommage pour les propositions pour les pays francophones un peu loin, mais Adieu le Québec. À partir de 3 mois, quoi, on peut... Ouais. La voile, ou alors il y a la voilà, voile. c'est ça, on vous loue un bateau et si vous avez 3 mois devant vous, on arrive. On peut faire le truc. On a parlé du travail de Jean Covici. Moi, il y a un autre bouquin qui a été important dans notre processus. Ça a été celui de Pablo Servigne, qui a été très médiatisé, qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer » et qui émet l'hypothèse que, effectivement, nos sociétés industrielles sont en train de s'effondrer et qu'il y a des effondrements rapides de type URSS et des effondrements beaucoup plus longs. Ils ont cette phrase dans le bouquin... Servigne et Stevens, puisque c'est une coécriture, de dire que l'Empire romain s'est effondré sur plusieurs siècles et que en fait, c'est très difficile de dater le début du processus. Et nous, comme on avait envie de faire un spectacle qui se déroule dans un monde en grosse précarité structurelle, on s'est posé la question de se dire, tiens, est-ce qu'on est déjà dans un monde qui est en train de s'effondrer et qu'est-ce que ce serait dans Péricopto, si on se dit que c'est dans la France du futur, d'un futur proche, mais du futur quand même, qu'est-ce que ce serait le journal quotidien, ce journal fait de catastrophes climatiques, de tensions sur le prix de l'essence, de mouvements sociaux de plus en plus violents, d'affaires de corruption des élites, etc. Ce serait marrant d'essayer de l'écrire. Et puis on s'est dit, bah tiens, avant de l'écrire, il faudrait regarder où en est le journal d'aujourd'hui. Et donc pendant une dizaine de jours, on a acheté avec Héloïse tous les matins, chacun un titre de presse différent. Et l'objectif, l'exercice, c'était de découper toutes les pages qui ne rentraient pas dans notre vision des choses, dans notre prisme, donc d'enlever tout le sport, toute la culture, pas mal de faits divers, etc., pour garder que des choses qui s'imbriquaient à la fiction qu'on voulait écrire. Et en fait, on s'est rendu compte que... C'était le journal de Péricopto, quoi. C'était le journal de l'effondrement et qu'en fait, on était déjà dans un truc... voilà, chaque semaine, il y a des événements climatiques extrêmes en France. L'essence monte, ça provoque des mouvements sociaux, etc. Donc, il se passe énormément de choses. On s'est rendu compte que le journal du futur était en fait déjà le journal du présent. Et nos personnages, ils vivent voilà. avec ce journal. Et donc la toile de fond de l'écologie, même si on en parle beaucoup moins dans Péricopto que dans Ce qui m'est dû, en fait, ces préoccupations-là, elles sont complètement intégrées à la vie des personnages dans Péricopto. Je m'appelle Philippe d'Orgeval. Je suis né à Bordeaux en 1976. Père médecin, mère avocate. J'ai 2 enfants et une femme formidable. De l'ENA, je sors major de ma promotion. Je travaille un temps dans la fonction publique avant de rejoindre le groupe Auchan, puis suis élu maire de Bordeaux. J'ai de bons amis dans l'appareil d'État, mais aussi dans le privé. Je suis le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Le travail est éreintant, mais j'aime ça. Philippe, c'est dans 5 minutes. Déjà ? T'as lu mon mémo ?
Non. Bon, le deuxième site de la marche des chômeuses tient toujours. Ils ont ramené du matériel agricole et ils commencent à préparer la terre pour le printemps. Mais qu'est-ce qu'il fout, le préfet? Bah, le préfet... Il a 1500 hommes, ils n'arrivent pas à dégager 200 bonnes femmes? Un peu plus quand même. Il a suspendu l'opération de peur qu'il y ait des morts. Des mortes? C'est la marche des chômeuses, non? Non, c'est mixte. Bon. Quoi d'autre? Le nouveau rapport du Haut Conseil pour le climat. Ah oui, oui. Mais il va vouloir en parler, tu sais qu'il est très sensible à... Oui, mais ce conseil, c'est un ramassis de décroissants. Mais le président les écoute. On se fait vraiment épingler dans le rapport. On a investi je sais pas combien de millions dans les énergies vertes, mais eux, ils continuent à dire... maintenir que c'est une question de choix de société, pas une question technologique. Alors on fait quoi? On se met tous à faire pousser des chèvres comme les chômeuses? C'est ça le projet de société? T'as envie de vivre comme une paysanne éthiopienne? Toi? Non. Alors il va bien falloir que ça marche. Quoi d'autre? Philippe, Et puis si tu mets la cravate, fais-le bien, hein, sinon je le fais. qu'est-ce qui va pas? Ça va très bien, quoi d'autre? T'es tendu. Non, je suis pas tendu. Si, je suis tendu, hein, mais c'est pas la peine de... C'est quoi? Je sais pas, c'est... La campagne? Oui, la campagne, ou l'après-campagne, je sais pas comment ils appellent ça. Puis cette convocation-là, Non, c'est pas une convocation. Le président souhaite s'entretenir avec son Premier ministre, c'est tout. je le sens pas. Tu connais tes dossiers. Tu l'écoutes, tu le rassures, tu lui dis ce qu'il veut entendre, et dans un an, tu t'assois à sa place. Ça se passe bien, Philippe. Non, ça se passe pas bien. Les chômeuses, là, les rapports, les manifs, le baril qui a passé la barre des 100 $. Je sais pas ce qu'ils foutent à l'OPEP. Je sais pas s'ils ont vraiment le choix. Mais si, du pétrole, il y en a plein, il suffit d'avoir envie d'aller le chercher. C'est pas ce que dit l'AIE. On s'en fout de ce que dit l'AIE. Si ça continue à augmenter, on pourra plus tenir les prix à la pompe et on va On va lancer un plan mobilité et basculer un Oui, maximum oui, de... on n'arrive déjà pas à dégager 200 chômeuses d'un chantier de construction, alors comment on va gérer quand on aura la moitié du pays qui pourra plus aller bosser? Les Américains vont y aller. Bon, et y a pas un truc positif à ramener? Si. L'ORE, ça avance bien. L'ORE? L'offre raisonnable d'emploi. Ah oui, Ça va être voté en temps et en heure. On a de très bons retours. ouais. Ça pourrait vraiment faire la différence. Ok, ok. Philippe, J'en peux plus de cette moquette là. Elle bouloche. on s'en occupe. Faut que tu y ailles. Merci beaucoup. Mais de rien. J'explique pour les gens qui écoutent, on a une petite cabine de lecture à côté, donc il faut le temps que la personne vienne se réinstaller à la table. On vient d'entendre Thomas et Audrey dans le bureau du Premier ministre discuter d'un certain nombre de remous liés à une difficulté structurelle de l'approvisionnement pétrolier du pays. Pour information, si jamais ça intéresse certains, il y a le Shift Project qui vient de publier un rapport qui s'appelle Études sur le déclin de l'approvisionnement de l'Union européenne en pétrole d'ici 2030. C'est quelque chose qui est très bien sourcé et qui mériterait à être plus connu. On va enchaîner avec une autre scène. Ouais. Oui, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire un petit truc, c'est que le choix de montage de texte qu'on a fait aujourd'hui, et le fait d'avoir envie de tirer ce fil de l'écologie, parce que c'est une des facettes existantes du spectacle, invisibilise le fait qu'il y a d'autres facettes, certaines plus gaies. On est quand même dans une tragédie, c'est pas non plus incroyablement sifflotant pendant tout le long, mais voilà, là on a fait un montage de texte qui est peut-être un peu plus sombre que la couleur générale du spectacle. Et pour rester dans la même ambiance, moi j'avais envie d'entendre une scène qui s'appelle... on appelle... Ça tombe bien d'avoir envie de le faire. Ouais. Oui, mais c'est génial. Et vous êtes déjà en place. Ouais. Fantastique. Vous avez le texte sous les yeux? Mais complètement. Mais c'est super. C'est une scène où l'autre personnage principal, qui s'appelle Julia Dantec, se dispute avec sa sœur. Donc les deux sœurs sont face à face au milieu du plateau dans un espace qu'on identifie comme étant le salon familial. La sœur est interprétée par Audrey Malada et Julia Dantec est interprétée par Aline Vaudan. Mais elle n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et on a décidé que c'était Julien qui allait jouer le personnage de Julia, parce qu'il y a à peine 3 lettres de différence, et voilà, ça collait bien. Ouais, ça paraissait logique. Et puis j'avais très envie de faire ce duo avec toi, Antoine, aussi, voilà, de brief, de débrief, tout ça, quoi. C'est fantastique. Quand vous voulez.
Mais encore heureux qu'il t'ait viré. T'as pas le droit de dire ça. Attends, on parle d'une multinationale dont, soit dit en passant, le PDG est l'homme le plus riche du monde, qui ravage tout sur son passage. Et les gens acceptent de participer au massacre. Pourquoi? Pour payer les factures. Voilà, exactement. Parce que c'est l'immédiat qui compte, et tant pis si on fout tout en l'air. Eh, t'en fais pas un peu trop, là? Alors d'accord, c'est peut-être pas la boîte la plus vertueuse du monde, mais c'est pas... je sais pas, moi, je fabriquais pas des missiles. Et quand ils te proposeront d'en fabriquer, tu diras quoi? Tu diras, bah non, j'ai pas le choix, hein, c'est pas de ma faute, moi j'y peux rien, c'est que mon travail. Et toi? T'es quand même bien contente que des gens cotisent pour te payer ton RSA, hein? Ça va? C'est pas trop fatigant de profiter du système? Alors t'es gentille, ma petite soeur, mais tu me donnes pas de leçons. Parce que tu crois vraiment que c'est moi qui profite du système? Je touche 400 € par mois, ça paye à peine mon loyer, hein. Pour le reste, je me débrouille et j'accepte cette situation parce que ça me laisse du temps pour faire des choses utiles. Et je te promets que je compte pas mes heures. Et moi aussi, je faisais quelque chose d'utile, hein. Et puis je me suis retrouvé au chômage. Je l'ai pas décidé. Et pourquoi tu t'es retrouvé au chômage? Ah, tu te souviens plus? Tu me l'as dit. On était là juste avant que la librairie ferme. Tu m'as dit, de toute façon, les gens vont acheter leurs bouquins sur Amazon maintenant. Et t'as quand même été bosser pour eux. J'ai pas eu le choix, c'était ça où j'étais radié. En plus, t'es rentré pour remplacer des grévistes. Mais j'étais pas au courant. Et quand tu les as enjambés pour rentrer dans l'entrepôt, ça a bien dû percuter, non? Audrey, arrête. Non, j'arrête pas. Tu vois pas le monde autour de nous? Tu te rends pas compte de ce qui se passe? On est en mars, il fait 10 degrés au-dessus de la normale. Chaque année qui passe est déclarée année la plus chaude jamais enregistrée. Il y a des centaines d'espèces qui disparaissent chaque jour. C'est une putain d'extinction de masse. L'Afrique se transforme en désert, on coule des bateaux de migrants par dizaines, et il n'y a jamais eu autant de milliardaires. On est dans un avion qui est en train de se cracher, et tout le monde fait semblant de pas voir. Toi, tu fais semblant de pas voir. Mais toi, t'as vu, hein? Toi, tu sais. T'as compris, et ça te rend heureuse, hein? Toi, t'es peut-être une sainte, hein? Mais moi, j'ai des gosses, et j'ai pas le choix. Non, t'as peur. T'as peur de perdre ton confort, ta maison, de plus pouvoir faire le plein de ta bagnole. T'as peur d'avoir honte devant tes voisins parce que vous avez plus les moyens de réparer votre portail télécommandé à la con qui se bloque tout le temps. T'as peur de pas pouvoir payer les études de tes enfants, donc tu enchaînes des jobs à la con qui te rendent malade. C'est absurde. Ouais, c'est absurde. Mais c'est comme ça. Ils ont trouvé la carotte parfaite. T'as tellement peur de perdre ton chômage que t'es obligé d'accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est pas tenable. Mais voilà, on dirait que tu commences à comprendre. J'avais bien compris, merci, mais on dirait que c'est toi qui as pas encore compris. Si on n'arrête pas tout là, maintenant, mais peu importe ce que tes mômes feront comme études, ils vont passer leur vie à chercher à bouffer et à fuir les sécheresses ou les inondations. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, putain? Va en parler aux autres, arrête de me faire chier avec ça. Toi, tu sais pas ce que c'est de faire un boulot qui a aucun sens, de se sentir humilié en permanence, vide, d'avoir le sentiment que t'existes même plus. Tu sais pas ce que c'est de passer des heures au téléphone pour essayer d'avoir un rendez-vous avec un conseiller Pôle emploi de merde, mais personne te répond. Et c'est la machine qui te parle et qui t'envoie poliment te faire foutre. Tu sais pas ce que c'est de faire une putain de dépression et d'avoir juste envie de crever. Mais tu crèves pas, parce que tes enfants qui comptent sur toi et tu veux pas leur rajouter ça en plus du reste. J'ai peur. J'ai peur de ne plus penser. J'ai peur de ne plus avoir de cerveau. J'ai peur de me réveiller un matin dans une maison témoin avec un aspirateur intelligent. J'ai peur d'avoir appuyé sur 2, puis étoile, puis 3, mais personne ne répond. J'ai peur d'oublier comment on cuisine. J'ai peur de ne pas savoir reconnaître un arbre à son feuillage. J'ai peur de me retrouver sous le coup d'une procédure judiciaire pour avoir oublié ma valise à la gare. J'ai peur de ne rien oser dire pendant trop longtemps et puis de me mettre à hurler sans pouvoir m'arrêter. J'ai peur de ne plus avoir d'exigence, de consistance, de compassion ni d'empathie. J'ai peur d'être éclairée au néon. J'ai peur que mon dossier se perde. J'ai peur de ne plus savoir marcher pieds nus. J'ai peur qu'il ne neige plus jamais. J'ai peur de finir par croire que la réalité est carrée, plate et réagit uniquement à la pulpe de mes doigts. J'ai peur d'oublier pourquoi j'avais peur.
J'ai peur de devoir piétiner les autres pour continuer encore un peu. J'ai peur qu'on me marche dessus parce que je n'ai plus la force et personne ne me tend la main. Et c'est donc la fin de ce premier rendez-vous avec la débordante compagnie. Ce soir, c'était Léo à la régie avec nous. On te remercie, Léo. Merci beaucoup. On va faire un second épisode Demain. d'extraits mis en perspective avec notre protocole de création. Et demain, on s'attaquera plutôt à la question des classes sociales qui traversent aussi beaucoup le spectacle. On vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci.